Correction de l'évaluation de cours numéro 3. Alors, on commence toujours par la définition, la différence entre nombre et chiffre. Donc, un nombre s'écrit à l'aide de chiffres. Je vous rappelle, pour ne pas se tromper, il faut faire l'analogie avec le français. En français, on a des lettres qui nous servent à écrire des mots. Donc, en mathématiques, on a des chiffres qui servent à écrire des nombres. Ensuite, ici, on a une demi-droite. Donc, au niveau du vocabulaire, la longueur entre 0 et 1 s'appelle l'unité. Je vous rappelle que ce mot est obligatoirement en singulier. Si vous mettez un S à unité, ça n'a plus aucun sens. Ce n'est pas une faute d'orthographe, c'est une faute de sens. Ensuite, le point de départ de votre demi-droite, ça s'appelle l'origine. Ici, le point a pour abscisse. A, B, S, C, I, 2 S, E. Donc, il faut faire très attention au mot abscisse. Le nombre, je regarde. Là, j'ai 4, donc là, j'ai 5. Donc, on écrit le nombre 5. Au niveau des notations, c'est lettre majuscule entre parenthèses, l'abscisse. Donc ça se lit, l'abscisse du point est 5. Donc, faire très attention. En géométrie, il n'y a pas de symbole égal, puisque est un point, ce n'est pas un nombre. Ensuite, dans un nombre décimal. Donc, un nombre décimal, partie entière, la virgule, la partie décimale. Le premier chiffre après la virgule. Avant, après. Le premier chiffre, donc c'est celui-là, c'est le chiffre des dixièmes. Attention à l'orthographe. Le deuxième chiffre avant cette fois-ci. Donc avant, c'est, je dois l'avoir écrit avant. Donc c'est à gauche. Donc le premier, c'est le chiffre des unités. Le deuxième, c'est le chiffre des dizaines. Avec un Z. Donc faire très attention, dizaine, il a un Z, et dixième, il a un X. Le troisième chiffre après la virgule, donc là on rebascule derrière, c'est le chiffre des millièmes. Il y a 2 L. Ensuite, les règles de calcul pour faire du calcul mental. Pour multiplier un nombre par 10 en 1000, on décale la virgule de ce nombre d'un, 2, 3 rangs vers la droite. Donc cette fois-ci, il n'y a pas le choix. D'habitude, je vous laisse le choix entre multiplier et diviser. Donc là, c'est marqué multiplier. Donc je décale la virgule vers la droite. Ensuite, pour diviser un nombre par 5, on le multiplie par 2. Puis, on le divise par 10. Donc ça, on l'a beaucoup utilisé pour faire du calcul mental et faire du calcul en arithmétique aussi, dès qu'on avait une division par 5. Donc ça, c'est vraiment à prendre par cœur. Donc il y a un ordre. D'abord, on fait x2 et ensuite, on divise par 10. Ensuite, le vocabulaire des opérations. Donc dans une addition, les nombres additionnés sont appelés les termes. Attention, ce ne sont pas les termes romains qui correspondent à des salles de bain, donc il n'y a pas de H. Et le résultat, une somme avec 2 M. Dans une soustraction, les nombres soustraits sont appelés des termes. Alors, on verra à la fin de l'année pourquoi. Et le résultat s'appelle une différence. Attention à l'orthographe. Dans une multiplication, les nombres multipliés sont appelés des facteurs. Et le résultat, un produit. On passe à la division. Dans une division, donc le nombre que l'on divise s'appelle le dividende. Le nombre par lequel on fait la division, c'est le diviseur. Le résultat de la division s'appelle le quotient. Et on a un reste ici. L'écriture en ligne de division, donc à connaître par cœur, dividende égale diviseur fois quotient plus le reste. Les deux types de division. Donc on a la division euclidienne, dans laquelle le dividende, diviseur et quotient sont obligatoirement des nombres entiers. Et donc, il y a un reste ou pas, ça dépend. L'autre type de division, c'est la division, je vais mettre un « et » là, division décimale. Donc, celle-là, on s'arrête quand le reste est nul. Et dans laquelle le dividende, diviseur et quotient peuvent être des nombres décimaux. Pas obligatoirement des nombres entiers. Ensuite, le vocabulaire associé à la divisibilité. Donc, j'ai une division euclidienne, dividende égale diviseur fois quotient plus le reste. On s'aperçoit que le reste est nul. Dans ce cas-là, on a du vocabulaire. On peut dire que 128 est divisible par
par 8, ou que c'est un multiple de 8. Et dans l'autre sens, 8, si je pars du 8, on dit que c'est un diviseur. Donc c'est 1 parce qu'il y en a d'autres. Ensuite, les critères de divisibilité. Donc un nombre entier divisible par 2 si le nombre se termine par 0, 2, 4, 6 ou 8. Donc les critères sont à connaître par cœur. Et il faut utiliser du vocabulaire mathématique. Donc on doit faire la différence entre un nombre et un chiffre. Et donc c'est le nombre qui se termine par, et il y a un ou à la fin, parce que je ne peux pas me terminer à la fois par un 8 et par 6. C'est soit 6, soit 8, mais ça ne peut pas être les deux. Ensuite, un nombre entier divisible par 5 si le nombre se termine par 0 ou 5. On peut dire aussi son chiffre des unités ou le chiffre des unités du nombre, ce qui revient au même. Ensuite, un nombre entier divisible par 3 si la somme de ces chiffres à lui, donc c'est SES. Donc la somme, c'est le résultat d'une addition, donc on va additionner tous les chiffres du nombre et on regarde si ce résultat est divisible par 3 ou pas. Ou est un multiple de 3. Ensuite, on passe aux fractions. A sur B est l'écriture fractionnaire du quotient de A par B. Parce que le quotient de A et B, ça ne veut rien dire. Donc quotient, il doit y avoir le mot par. Le A, donc le nombre en haut, s'appelle le numérateur. Je rappelle que ça vient du mot numéro. Et que le nominateur n'existe pas. Donc c'est le nombre de parts qu'on prend. Le nombre en bas, le B, s'appelle le dénominateur. Il vient du verbe dénommer. C'est celui qui donne le nom à la fraction. Ensuite, on parle de fraction. Vous voyez, là, on avait écriture fractionnaire, on parle de la fraction. Uniquement lorsque A et B sont des nombres entiers. Si jamais ce ne sont pas entiers, on parle d'écriture fractionnaire. Ensuite, les différents types d'écriture, comment ils s'appellent. Donc là, j'ai une égalité, donc c'est le même nombre écrit de deux manières différentes. Donc si je l'écris sous la forme 5/4, ça s'appelle l'écriture fractionnaire du nombre. Ça veut dire l'écriture sous forme d'une fraction. Et 3,75, c'est l'écriture à virgule, ça s'appelle l'écriture décimale. La propriété. Donc quand j'ai une fraction A sur B, le B il est en bas. Si je multiplie par le même nombre en haut, donc fois B ici, les B vont se simplifier et il me restera que le A. Donc je l'écris en français. A sur B, le nombre qui est multiplié par B donne, ça veut dire est égal à, et on a trouvé A. Ensuite, les propriétés de sixième à connaître par cœur qu'on reverra. Prendre une fraction d'un nombre, c'est multiplier la fraction par le nombre. Calculer T% d'un nombre revient à multiplier le nombre par... Alors, T%, ça veut dire T centième. Dans une expression sans parenthèse, donc il n'y a pas de parenthèse, on effectue d'abord obligatoirement donc les multiplications et les divisions. Donc c'est un pluriel parce qu'il peut y en avoir plusieurs. Dans une expression sans parenthèse, qui comporte uniquement... Alors là, c'est soit j'ai que des additions-soustractions, ou bien uniquement des multiplications et des divisions. Donc là, j'ai un calcul, il n'y a pas de parenthèse. Soit j'ai que des plus et des moins, ou alors, deuxième cas, j'ai que des fois et des divisés. J'ai pas le choix, il faudra que j'effectue les calculs de gauche à droite. Donc là, je ne peux pas en faire deux à la fois.
Ensuite, définition d'un nombre premier. Un nombre premier est un nombre entier qui n'admet ou qui n'a que 2 diviseurs. Attention vraiment à la définition, il faut qu'elle soit complète. Donc, il faut avoir que 2 diviseurs, qui n'a que 2 diviseurs, ou qui a exactement 2 diviseurs, et on précise lesquels. 1 et lui-même, ça veut dire le nombre premier. Attention, on n'a pas oublié des mots. Si vous me dites qu'un nombre premier est un nombre qui est divisible par 1 et lui-même, je vais vous répondre, non, parce que tous les nombres entiers sont divisibles par 1 et eux-mêmes. C'est le minimum. Le minimum, c'est 2 diviseurs, 1 et eux-mêmes. S'il y en a un troisième diviseur, le nombre, du coup, il est plus premier. Attention aussi, du coup, le nombre 1 n'est pas premier, on a vu, parce qu'il n'avait qu'un seul diviseur, puisque 1 et lui-même sont confondus. Il n'a plus qu'un diviseur, donc il ne fait pas partie des nombres premiers. Du coup, les nombres premiers commencent à 2. On a 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 et 29. Et on a vu qu'il doit y en avoir 10, donc vous vérifiez qu'il y en a bien 10. Là, j'en ai bien 10, je suis sûre de ne pas en avoir oublié. On passe à l'inégalité triangulaire. Donc, si j'ai 3 points qui sont les sommets d'un triangle, on a vu que la longueur d'un côté est forcément inférieure à la somme des longueurs des deux autres côtés. Et on avait vu pourquoi. Donc, la distance entre A et B, c'est la ligne droite. Donc, pour aller du point A au point B directement en ligne droite, c'est forcément le chemin le plus court que si je fais une escale par le point M. D'accord? Donc là, on a un triangle. J'ai le point A et le point B. Ça, c'est la ligne droite. Donc, c'est la longueur AB. C'est la longueur la plus courte. Et si je fais une étape par un autre point, ici, donc je fais une petite étape, le chemin, il est forcément plus long. Voilà pourquoi c'est dans ce sens-là. Cette inégalité, on a vu que c'était s'appelait l'inégalité triangulaire. Puisqu'elle nous permet de voir si le triangle est constructible ou pas. Et puis on a vu que dans le cas où c'était égal, on avait ce qu'on appelait l'égalité triangulaire, donc pour que le chemin pour aller de A vers B soit le même qu'en s'arrêtant par le point M, ça signifie une seule chose, c'est que le M, il ne peut pas être là. Il est forcément sur le segment. Donc si le point M, il est sur le segment AB, alors je peux faire une escale par le point M, ça ne change rien au niveau de mon chemin, il a la même longueur. Les symboles mathématiques. Donc d'abord les notations. Donc si j'ai 2 points séparés par une virgule, c'est la notation de 2 points. Si les 2 points n'ont rien, ils sont juste collés, c'est la définition d'une longueur. C'est la distance entre les points A et B. Si les points sont entre parenthèses, c'est la notation pour une droite. Je vous rappelle que pour longueur, si j'oublie le U, ça fait longeur. Donc vous êtes forcément pénalisé, ça ne se prononce pas de la même manière. Si j'oublie le E à droite, ça devient droit. Et c'est pareil, vous serez sanctionné. A sur B, c'est entre crochets, donc c'est la notation d'un segment. Attention, si je mets un E derrière le G, ça fait segement. Et ce mot n'existe pas. Ensuite, crochet parenthèse, c'est la notation pour une demi-droite. Si je mets un petit rond, un petit arrondi au-dessus des 2 points, c'est un arc de cercle, donc une partie de cercle. Si j'ai 3 lettres majuscules séparées par une virgule, c'est la notation pour 3 points. Si j'ai les 3 lettres majuscules collées, on parle de triangle. Et si les 3 lettres sont collées, mais je mets un chapeau dessus, c'est un angle. Au niveau des symboles mathématiques, donc faire attention, les symboles, c'est ce qui me permet d'écrire des phrases en notation mathématique. Donc pour avoir une phrase, il faut avoir un verbe. Donc dans tous les symboles, ici, il y aura forcément le verbe être. Ou le verbe appartient, en tout cas, il y aura un verbe. Donc ce symbole-là, c'est est inférieur à. Attention par contre, le A, ce n'est pas le verbe avoir. Sinon, ça n'aurait aucun sens. On peut dire aussi où est plus petit que. Donc je l'écris en verbe parce que c'est l'un ou l'autre. On n'écrit pas les deux. Dans l'autre sens, l'inégalité, c'est est supérieur à.
ou est plus grand que. Mais il faut que ça soit une phrase construite. Hein. Vous ne pouvez pas enlever le A. On ne dit pas 2 est supérieur 3. On dit forcément A3. Ou inférieur. Hein. En tout cas, c'est juste dans mon exemple. Les deux barres horizontales, c'est est égal à. Si elles sont barrées, c'est la négation. Donc, c'est n'est pas égal à. On peut mettre aussi ou est différent de. Le symbole euro avec une seule barre, ça veut dire appartient à. Avec 2 P. S'il est barré, c'est la négation, donc c'est n'appartient pas à. Le T à l'envers, c'est est perpendiculaire à. Les deux barres, c'est est parallèle à. Attention. Un R, 2 L, accent grave, un L. Voilà. Ensuite, la définition du milieu d'un segment. Alors, pour avoir un milieu, vous voyez qu'il y a deux contraintes. Il y a deux si. Donc, au niveau de la figure, je peux représenter. Il me faut un segment. Je vous rappelle qu'un segment, c'est pas un trait. Il a deux extrémités. Ici, le segment, c'est AB. Donc, je mets le A et le B. Alors, pour placer le milieu du segment AB, il faut déjà que je place le point I sur le segment. Donc, pour qu'il soit sur le segment, on dit que les points A, I et B sont alignés. Et je vous rappelle que 3 points, il faut les séparer par des virgules, sinon ça devient un triangle et ça n'a plus de sens. Deuxième contrainte, alors le I, il est quelque part là. Pour le placer d'une manière exacte, il faut que les longueurs AI et IB soient égales. Donc, je vous rappelle que ce sont des longueurs, puisque ce sont des nombres qui peuvent être égaux. Pour utiliser ce symbole-là, c'est forcément entre deux nombres. Donc AI, c'est la longueur du segment AI. IB, c'est la longueur du segment IB, ou la distance entre les points I et B. Donc ce sont bien des nombres, je peux mettre le symbole égal. Ici, au niveau de la figure, du coup, je le place. Voilà, je regarde. Même si sa main levée, on s'applique pour voir qu'il y ait la même longueur des deux côtés. Et j'oublie pas le codage, puisque dans la figure à main levée, le codage, c'est lui qui va vous définir le milieu. Ensuite, l'angle. Donc, je vous rappelle qu'un angle, c'est la partie du plan limitée entre deux demi-droites. Donc, ça, c'est une demi-droite de même origine. Donc, elles ont la même origine O. Donc, ces deux demi-droites, ça s'appelle les côtés. Donc, il faut être deux. Je vous rappelle que côté, il y a un accent circonflexe et un accent aigu. Sinon, ça se dit côte et ça signifie pas la même chose en mathématiques. Donc, c'est pas une faute d'orthographe, c'est une faute vraiment de vocabulaire. On a vu que les côtés, c'était des demi-droites. Donc, les notations, ça se note entre crochets et parenthèses. On commence par l'origine des demi-droites. Ici, c'est le point O. Et on a la demi-droite OA qui est le premier côté et la demi-droite OB qui est le deuxième côté. L'origine qui est en commun dans les deux demi-droites, ça s'appelle le sommet de l'angle. Au niveau de la notation de l'angle, donc c'est les 3 lettres majuscules et on fait attention, le sommet doit être la lettre du milieu, donc c'est AOB et je peux l'écrire aussi BOA. L'essentiel, c'est que le sommet soit bien la lettre du milieu. Au niveau de la nature, donc la nature d'un angle, c'est angle nul, angle aigu, angle droit, angle obtus ou angle plat. Donc ici, on voit que la mesure de l'angle, elle est inférieure à 90 degrés, donc ça s'appelle un angle aigu. On ne dit pas aigu tout seul, mais bien angle aigu. Ensuite, le vocabulaire des angles, des droites, pardon. Deux droites qui se coupent, ça s'appelle des droites sécantes. Donc, je vous rappelle, sécateur, sectionner, ça veut dire se couper. Ensuite, on a des propriétés. Vous voyez, c'est pas définition, c'est écrit propriété. Donc, c'est les fameuses propriétés de 6e qu'on a revues plusieurs fois et qui sont très importantes puisqu'on en a vraiment beaucoup besoin en 3e et donc il ne faut pas les oublier d'ici là. Alors, sur cette figure, si deux droites sont parallèles à une même droite, alors elles sont parallèles entre elles.
Alors ici, donc c'est le contraire, on a deux angles droits. Donc là, j'ai deux droites qui sont perpendiculaires à une même droite. Alors, elles sont parallèles entre elles aussi. Donc ces deux propriétés, elles se ressemblent, hein, il n'y a qu'un mot d'écart. Et pourtant, la figure est complètement différente. Donc attention de ne pas oublier des mots. Hein. Par exemple, si on oublie la fin de la propriété ici, je lis, si deux droites sont perpendiculaires, alors elles sont parallèles. Et du coup, ça n'a plus aucun sens. Donc il faut vraiment faire attention, ces propriétés, elles ont un sens, parce qu'il ne faut pas écrire des bêtises. Ensuite, celle-là, c'est si deux droites sont parallèles. Ça veut dire que sur la figure, on sait qu'elles sont parallèles. Alors, toute droite, c'est un singulier, ça veut dire chaque droite. Toute droite perpendiculaire à l'une est aussi perpendiculaire du coup à l'autre. Ça veut dire que si je sais que ces deux droites sont parallèles et que là il y a un angle droit, ça me prouvera qu'ici j'ai forcément un autre angle droit. Ensuite, là je vois définition. Ce sont les quatre droites remarquables du triangle qu'il faut connaître par cœur. Donc dans un triangle, la première définition de hauteur, elle est vraie que dans un triangle. On appelle hauteur quoi? Une droite qui passe par un sommet du triangle et qui coupe perpendiculairement le côté opposé à quoi? À ce sommet. Donc là, on a travaillé en classe sur les définitions, sur le sens de tous les mots. Donc, il faut forcément avoir un triangle. Donc, je fais un triangle quelconque. Une hauteur, c'est une droite qui passe par un sommet. Comme il y a trois sommets, il y aura trois hauteurs. Donc, je vais faire la hauteur la plus simple, celle qui passe par ce sommet-là. Donc, c'est une droite, elle passe par ce sommet. Et elle doit couper perpendiculairement le côté opposé à ce sommet. Donc, le côté opposé au sommet que j'ai mis en vert, c'est ce côté-là. Et donc, je dois être perpendiculaire. Voilà. Donc, je dois mettre le codage. Ça, c'est la hauteur. Deuxième définition. Donc, c'est toujours dans un triangle. C'est la notion de médiane. C'est une droite pareille qui passe par un sommet du triangle. Donc, comme il y a trois sommets dans le triangle, il y aura trois médianes. Et elle passe par un autre point. Et par... Donc, qui passe par un sommet du triangle et par le milieu du côté opposé à ce sommet. Donc, je dessine un triangle, toujours quelconque, voilà. Si je veux la médiane qui passe par ce sommet-là, donc elle doit aussi passer par le milieu du côté opposé à ce sommet. Donc, le côté opposé au sommet que j'ai mis en vert, c'est le côté du bas. Je dois représenter, donc je code le milieu ici. Et je place par ce milieu. Et je trace la droite. Voilà. Donc, au niveau de la figure, ça doit ressembler à ça. Ensuite, la médiatrice. Donc, cette fois-ci, c'est pas dans un triangle. La médiatrice, c'est d'un segment. Donc, on peut le dessiner dans un triangle, puisque dans un triangle, il y a trois côtés, donc trois segments. Donc là, au niveau du dessin, je vous rappelle qu'un trait, c'est pas un segment. Un segment, il a des extrémités. La médiatrice d'un segment est... Donc, c'est pas une droite, mais la droite, cette fois-ci, puisque à un segment, je vais lui associer une seule médiatrice. Donc, comme elle est unique, c'est bien la droite. Qu'est-ce qu'elle a de spécial? Elle coupe perpendiculairement quoi? Le segment. Et comment? En son milieu. Alors, j'ai un segment, donc la médiatrice, faut s'appliquer. Je vais dessiner la droite qui passe par le milieu du segment, donc je repère et je code.
Voilà, j'ai placé le milieu. Et elle doit être perpendiculaire. Voilà, donc je mets un angle droit. Ici. Dernière droite remarquable, donc c'est la bisectrice. Cette fois-ci, la bisectrice, c'est par rapport à un angle. Donc dans un triangle, il y a 3 sommets, donc 3 angles, donc il y aura 3 bisectrices aussi. La bisectrice d'un angle est la demi-droite. Donc là aussi, c'est un article défini, c'est la demi-droite, puisque à un angle, on va lui associer une unique bisectrice. Qu'est-ce qu'elle a de spécial? Et la demi-droite qui partage quoi? Cet angle, donc c'est l'angle dont on a parlé au-dessus, hein, un angle, cet angle. Comment? En 2 angles de même mesure. Je rappelle, les angles, ils ne sont pas égaux. Ce qui est égaux, ce sont des nombres, donc les mesures. Donc je dois construire une demi-droite, donc là, il faut faire attention. Je dois m'arrêter au sommet et je dois coder. Alors, attention, quand on code, on a dit qu'on devait décaler les arcs de cercle pour bien voir qu'on code bien 2 angles qui ont la même mesure. Donc là, on a fini les droites remarquables. On passe au vocabulaire associé à une des droites remarquables en particulier. Donc, ce sont les médiatrices. Donc, on a vu que les droites remarquables, elles étaient concurrentes en un point qui porte un nom. Donc, les hauteurs, elles se coupent en un point qui s'appelle l'orthocentre. Les médianes, le point d'intersection s'appelle le centre de gravité du triangle. On a vu que c'était important parce que c'était le point d'équilibre du triangle. Les bisectrices, c'est le centre du cercle inscrit. Et les médiatrices, elles se coupent en un point qui s'appelle le centre du cercle circonscrit. Donc, c'est quoi le cercle circonscrit à un triangle? C'est le cercle qui passe par les 3 sommets du triangle. Le cercle circonscrit à un triangle est le cercle qui passe par les 3 sommets du triangle. Attention, hein, ça passe pas par les côtés, hein, ça veut rien dire un cercle qui passe par des côtés. Ça passe par des points et les points du triangle, ça s'appelle les sommets. Son centre, donc le centre du cercle circonscrit, est le point d'intersection, on a dit, des médiatrices. Des médiatrices de quoi? Il faut que je cite des segments. Et les segments, ce sont les côtés du triangle. Le point d'intersection des médiatrices des côtés du triangle. Voilà, donc on a fini pour les droites remarquables. Maintenant, on va revenir au vocabulaire des polygones avec les triangles particuliers, le vocabulaire, et ensuite on passera au quadrilatère. Alors, un triangle isocèle est un triangle qui a 2 côtés de même longueur. Je rappelle que côté, il faut l'écrire comme il faut. Donc, je dois dessiner un triangle pas trop grand, pas trop petit. Il faut qu'il rentre dans la case. On doit coder le fait qu'il ait 2 côtés de même longueur et j'ai le vocabulaire associé. Le point ici tout en haut s'appelle le sommet principal. Le côté opposé à ce sommet principal s'appelle la base. Ensuite, on passe au triangle équilatéral. Donc, c'est un triangle qui a 3 côtés de même longueur. Il n'y a pas de vocabulaire spécifique au triangle équilatéral. Donc, on dessine un triangle. On s'applique, même si ça a main levée, il a 3 côtés de même longueur. Le dernier, c'est un triangle rectangle. C'est un triangle qui a un angle droit. Donc, je m'applique, hein, je dois avoir une horizontale et une verticale hein, pour avoir bien un angle droit. Le côté opposé à l'angle droit s'appelle l'hypoténuse. Il y a un E, on ne voit pas. Hop. Donc, bien faire attention. On passe au quadrilatère. Alors, un quadrilatère, c'est un polygone. Je rappelle que polygone, c'est mieux que fermé. Que figure, pardon, parce qu'un polygone, c'est une figure fermée. Est un polygone qui a 4 côtés. Le losange, donc c'est un quadrilatère particulier. Donc là, on va citer le nom de quadrilatère particulier. Donc la définition commence par est
un quadrilatère. Le mot, il est écrit comme il faut au-dessus, donc vous n'avez plus qu'à recopier. Et on va préciser ce qu'ils ont de spéciaux. Je vous rappelle ici que c'est écrit définition. Donc, on n'a pas le droit de parler des propriétés. Donc, il faut vraiment faire la différence entre une définition et une propriété. On ne balance pas tout ce qu'on connaît, du rectangle, du losange, etc. C'est vraiment la définition. Alors, qu'est-ce qu'il a de spécial? Alors, je dessine un losange, donc je le fais quand même assez grand pour qu'on voit bien. Voilà. Il a quoi de spécial, sa définition? C'est qu'il a 4 côtés de même longueur. Donc, je dois coder les 4 côtés de même longueur et je le mets qui a 4 côtés de même longueur. Je vous rappelle, les côtés ne sont pas égaux, puisque les côtés sont des segments. Ce sont les nombres qui sont égaux, donc les longueurs. Le rectangle. Alors, je dessine un rectangle. Vous connaissez plein de choses sur le rectangle, mais il faut faire attention qu'on doit nommer que la définition. Or, la seule définition du rectangle, c'est un quadrilatère qui a 4 angles droits. Et c'est tout. Si vous me parlez des côtés opposés qui sont 2 à 2 de même mesure, ou même longueur, ça c'est une propriété. Donc, ça n'a rien à faire dans la définition. Donc, c'est un quadrilatère qui a 4 angles droits. On passe au carré. Donc là, pareil, à main levée, vous devez dessiner un carré. Donc, on ne le fait pas trop petit, la case est assez grande, il faut que ça ressemble à un carré. Donc, lui, en fait, c'est un rectangle losange. Donc, c'est un rectangle, donc il a 4 angles droits, et c'est un losange parce qu'il a 4 côtés de même longueur. Donc, c'est un quadrilatère qui a 4 côtés de même longueur et 4 angles droits. On passe maintenant aux propriétés. Donc là, il faut faire attention. La définition, on l'a dite. Maintenant, je vais partir aux propriétés. Propriétés sur quoi? On me parle de diagonales. Donc là, je vais dessiner que les diagonales. Je vous ai demandé de les faire en vert, donc on les fait en vert. Donc les 2 diagonales ici du losange, elles sont là. Qu'est-ce qu'elles ont de spécial? Elles ont 2 choses spéciales en fait. Elles vont se couper perpendiculairement et en leur milieu. Donc attention, celle-là, je dois repérer un milieu. Et l'autre, mais elle ne fait pas la même taille, donc ce n'est pas le même codage. Donc on met les diagonales d'un losange, se coupent en leur milieu et sont perpendiculaires. On peut dire aussi se coupent perpendiculairement en leur milieu. Vous faites comme vous voulez. Attention par contre, se coupe en son milieu, ça n'a pas de sens. Parce que des diagonales, elles sont 2, donc c'est leur milieu. Ça, c'est une faute de français. Ensuite, le rectangle. Donc, je dessine un rectangle et je vous rappelle que là, je n'utilise que la propriété des diagonales. Donc, je ne code que les diagonales. Qu'est-ce qu'elles ont de spécial, ces diagonales? Donc, elles vont se couper en leur milieu. Donc, on a ça. Et elles sont de même longueur. Donc, les demi-diagonales, ici, on voyait qu'on a le même code partout. Se coupent en leur milieu. Donc, cette année, on verra la famille des parallélogrammes. Et on verra qu'en fait, ce sont des parallélogrammes particuliers. Voilà pourquoi elles se coupent toutes en leur milieu. Se coupent en leur milieu et sont de même longueur. Par contre, elles ne sont pas perpendiculaires. Si elles sont perpendiculaires, on a un rectangle particulier qui s'appelle le carré. Donc le dernier, on le fait assez grand pour qu'on voit bien. D'accord? Et vous dessinez un carré. Je dessine que les diagonales. Voilà. Elles se coupent. Elles sont perpendiculaires. Elles se coupent en leur milieu. Et sont de même longueur. Donc c'est le même code partout. Donc il y a 3 caractéristiques puisqu'on a dit que le carré c'était un losange rectangle. Se coupent en leur milieu, on ne l'écrit pas 2 fois, mais ça fait bien 3 caractéristiques. Les diagonales d'un carré se coupent en leur milieu. Sont perpendiculaires. Et sont de même longueur. Et donc attention à bien coder que les diagonales. On passe
aux deux symétries, donc ça, ces définitions, elles sont vraiment à connaître par cœur. Je vous rappelle qu'en troisième au brevet, vous allez être évalué sur les 5 transformations, en fait. Donc, la symétrie axiale centrale. En quatrième, vous verrez la translation. Et en troisième, vous verrez les homothéties et les rotations. Donc, ces définitions, il faut les connaître et pas les oublier, même si vous les retravaillez, pas forcément d'une année sur l'autre. Alors, deux figures sont symétriques par rapport à une droite D lorsque les deux figures que je peux remplacer par L avec un S. Mais il faut qu'il y ait un S. Sinon, ça n'a pas de sens. Hein. Vous voyez qu'au début, c'est bien marqué deux figures, c'est un pluriel. Elles se superposent. Attention, il n'y a qu'un P à superpose. Alors, elles se superposent comment? C'est-à-dire qu'elles vont être l'une par rapport à l'autre. Par pliage. Et on explique comment on plie. On plie suivant la droite D. On fait un pliage. Maintenant, on passe au symétrique d'un point. Donc là, on ne va pas parler de pliage. J'ai un point par rapport à un autre. Donc le point M' est le symétrique du point par rapport à une droite D lorsque la droite D est la médiatrice. Et je vous rappelle que médiatrice, c'est par rapport à un segment. Quel segment? Ben, le segment formé du point sont symétriques. Donc M' et un segment, ça a 3 crochets. Donc, je vous rappelle, hein, j'ai le point M, j'ai une droite D. On fait un perpendiculaire, on reporte les longueurs, on a le point M'. Voilà la signification du symétrique d'un point par rapport à une droite. On passe à la symétrie centrale, donc on a vu cette année. Deux figures sont symétriques par rapport à un point O lorsque les deux figures, elles vont encore une fois superposer, mais pas de la même manière. Donc, superpose, il n'y a toujours qu'un P au début. Cette fois-ci, on va faire un demi-tour. Et on dit comment? Quand on fait un demi-tour, on dit autour de quel point? Autour du point O. On revient au symétrique d'un point. Donc le point M' est le symétrique du point M par rapport à un point O lorsque le point O est le milieu avec un L. Milieu, c'est forcément d'un segment, lequel le segment formé par le point est son symétrique. M', on note entre crochets. Donc cette fois-ci, j'ai un point M et un point O. Donc on avait vu qu'on construisait en pointillé. Voilà, cette demi-droite. On reporte les longueurs au compas et on place le point M'. Donc c'est bien lié au milieu. Allez, on passe aux formules. Donc, je vous rappelle que le périmètre d'une figure, c'est la longueur de son contour et que l'air, c'est la mesure de sa surface intérieure. Donc, il faut connaître vos formules par cœur puisqu'on peut les utiliser n'importe quand. Donc, le premier, c'est un triangle. Triangle. Le deuxième, on va parler du rectangle. Le troisième, c'est le carré. Et le dernier, attention, c'est le disque et non le cercle. Je vous rappelle pourquoi. Donc la différence entre disque et cercle, c'est que le cercle, c'est le tour, puisque le cercle, c'est l'ensemble de tous les points situés à une même distance d'un point qu'on appelle le centre. Donc c'est que le tour. Et donc je ne peux pas parler de longueur du tour, puisque le périmètre, ça veut dire la longueur du tour de la figure. Donc la longueur du tour de la figure, il y a une répétition. Donc on parle de périmètre du disque. Si on veut parler de cercle, on parlera de longueur du cercle. Du coup, ça ne sera plus la lettre P, mais la lettre L. Ensuite, pour parler d'air, c'est forcément d'un disque, puisqu'il me faut quelque chose qui a une surface à l'intérieur, et pas que le tour. Donc, faire très attention au vocabulaire employé. Alors, dans le triangle, si je veux la longueur du tour, il faut que j'additionne les 3 côtés. Donc, ici, ce sont des longueurs, petit a plus petit b plus petit c. À ne pas mélanger avec le point A, par exemple, qui pourrait être le sommet ici du triangle, et ajouter des points, ça ne signifie absolument rien de concret. Donc, faire très attention. Petit a, ici, c'est une notation pour la longueur. L'air, donc là, on va rajouter la couleur. Donc, le petit h ici veut dire hauteur. Voilà. Des hauteurs dans un triangle, je vous rappelle qu'il y en a 3. Hein. Donc, ça, c'est une hauteur. La base associée, c'est le côté qui est perpendiculaire aux hautes. Base. C'est pour ça que c'est notre petit b. La formule, c'est base fois hauteur divisé par 2. Donc la hauteur en rouge, la base. Et alors, pourquoi il y a le divisé par 2? Parce que vous avez vu en 6e qu'en fait, si je double le triangle ici,
Je double le triangle ici. Vous voyez qu'il y a des petits pointillés qui ont été dessinés. J'obtiens une figure qui est un rectangle. Or, la formule de l'aire d'un rectangle, c'est longueur fois largeur. La largeur, c'est ça, que je retrouve ici, petit h. Hein, c'est la même chose. Ici, on a h. La longueur, c'est b. Et donc, petit b fois h. Ça serait l'aire du rectangle complet. Comme le triangle, c'est la moitié, eh ben, j'ai une division par 2 à la fin. Voilà. Le deuxième, c'est le rectangle. Alors, pour le périmètre, il y a deux formules. Soit on apprend 2 fois grand L plus 2 fois petit l, soit on apprend que c'est 2 fois, entre parenthèses, grand L plus petit l. Bon, en tout cas, on fait le tour de la figure. Donc là, on n'utilise pas la définition, mais bien une propriété, ici, du rectangle, qui me dit que les côtés opposés sont 2 à 2 de même longueur. Donc faire bien attention, c'est une propriété et pas la définition. Donc quand je fais le tour, je fais grand L plus petit l plus grand L plus petit l. Donc si je regroupe les deux grands L, ça en fait bien 2, et les petits L, ça en fait 2. Je m'applique entre le L minuscule et majuscule. L'aire, donc c'est la mesure de la surface intérieure, c'est grand L fois petit l. On passe au carré. Donc le tour de la figure, donc c'est côté plus côté plus côté plus côté. Le côté est noté C. Vous voyez que là, on voit bien qu'il y a 4 côtés de même longueur. Donc C plus C plus C plus C, ça fait 4 fois C. Je vous rappelle qu'ici, on vous demande une formule. Donc écrire C plus C plus C plus C, c'est pas une formule. L'aire, c'est côté fois côté. Le disque, donc il y a forcément la lettre pi. Alors il faut s'appliquer, il faut que ça ressemble à un pi. Ensuite, fois 2 fois le rayon. Attention ici, c'est une lettre minuscule sur la figure, donc je mets une lettre minuscule ici. S'ils avaient noté grand R, on aurait mis grand R, mais ici, c'est pas le cas. Donc, il faut vraiment faire attention de respecter les notations de la figure. Donc, l'air, cette fois-ci, c'est pi fois R fois R. Alors, je vous rappelle qu'il ne faut pas inverser vos formules d'air et de périmètre pour vérifier qu'on ne s'est pas trompé. Si toutes mes longueurs sont en centimètres, le périmètre, comme c'est la longueur du contour, ça sera des centimètres. Donc là, j'ai des centimètres plus des centimètres plus des centimètres, je peux bien obtenir des centimètres. 2 fois des centimètres plus 2 fois des centimètres, je vais garder des centimètres. 4 fois des centimètres, j'ai des centimètres. Pi, c'est un nombre qui n'a pas d'unité. Fois 2, donc ça reste un nombre qui n'a pas d'unité. Fois le rayon qui est en centimètres, donc on obtient des centimètres. Pour l'air, l'unité d'air, si les longueurs sont en centimètres, ça sera le centimètre carré. Centimètre fois centimètre. Il faut que j'ai deux longueurs multipliées entre elles. Donc là, pi n'a pas d'unité. Rayon centimètre fois rayon centimètre, j'obtiendrai bien des centimètres carrés. Côté en centimètres fois des centimètres, j'obtiendrai des centimètres carrés. Une longueur en centimètres fois une largeur en centimètres, j'obtiendrai bien des centimètres carrés. Ici, la base, c'est des centimètres. Le h, c'est des centimètres. Donc, centimètres carrés divisé par un nombre qui n'a pas d'unité, ça reste des centimètres carrés. Allez, on passe à la dernière page. Donc, on passe au volume et au vocabulaire sur les angles. Alors, ce solide s'appelle le pavé droit. L'autre nom, je vous le déconseille, mais je le marque. Hein. C'est le parallélépipède rectangle. Donc, il y a le mot parallèle en entier, mais avec des accents aigus. Voilà, vous voyez, parallèle avec des accents aigus. Pipède et rectangle. Voilà pourquoi pavé droit, c'est quand même plus court. L'autre, ici, c'est le cube. Donc, pour avoir une formule de volume, je vous rappelle que l'unité, si les longueurs sont en centimètres, on va obtenir des centimètres cubes. Centimètre fois centimètre fois centimètre. Il faut que j'ai 3 longueurs multipliées entre elles. Donc, dans le carré, dans le cube, toutes les arêtes ont la même longueur. Donc, on va avoir C fois C fois C. Il faut que je l'ai bien 3 fois une longueur. Et dans le pavé droit, on a la longueur fois la largeur fois la hauteur. Voilà. Longueur, largeur, hauteur. J'ai 3 longueurs multipliées entre elles. Alors, si d'autres solides, ça veut dire que je ne dois pas parler de lui ni de lui. Donc, que vous avez vu en classe de 6e. Donc, on a vu la famille des prismes droits. À base triangulaire, à base octogonale, peu importe. On a vu le cylindre de révolution qu'on étudiera plus en profondeur cette année. De révolution parce qu'on avait vu qu'il tournait autour d'un axe de révolution. L'année prochaine, vous reverrez les pyramides. Donc pareil, pyramide à base triangulaire, à base carrée, à base que vous voulez. Le cône de révolution, attention lui aussi, c'est pas la cône,
Mais bien cône, donc on n'oublie ni l'accent circonflexe, on met qu'un N. De cône de révolution, que vous étudierez plus en profondeur en quatrième. Donc lui aussi, il tourne autour d'un axe de révolution. En troisième, vous reverrez la boule ou la sphère. Attention, ça c'est qu'un solide en fait. Hein. Et on peut rajouter aussi, si on veut, en bonus, voir que tous les solides que vous avez vus, dont toutes les faces sont des polygones, ça s'appelle des polyèdres. En sixième, vous avez vu qu'il y a les polyèdres et les non-polyèdres, donc tous ceux qui sont ronds. Donc les non-polyèdres, ça roule. C'est le cas du cylindre de révolution, le cône des révolutions et de la boule. Ceux-là, ce sont des non-polyèdres. Et les polyèdres, ce sont des solides dont toutes les faces sont des polygones, donc ce sont tous les autres. Alors, on arrive au vocabulaire des angles. Alors, deux angles sont adjacents s'ils doivent avoir trois caractéristiques. S'ils ont le même sommet, je vais écrire comme il faut, mieux. Première caractéristique. Il faut qu'ils aient un côté en commun. Et il faut qu'ils soient situés de part et d'autre de ce côté en commun. Donc je vous rappelle, hein, il faut qu'ils aient le même sommet, un côté en commun, il y en a un à gauche et l'autre à droite. Donc là, on a bien deux angles qui sont adjacents. Ensuite, deux angles sont complémentaires. Complémentaire et supplémentaire, hein, c'est du vocabulaire. Complémentaire, si la somme de leurs mesures donc ce que je peux ajouter, ce sont que des nombres, donc on n'ajoute pas des angles, mais bien les mesures des angles. Cette somme doit être égale à 90 degrés dans le cas d'angles complémentaires et 180 si les angles sont supplémentaires. Attention, hein, pareil, c'est la somme qui est égale, c'est bien un singulier, hein, égale à 180 degrés. Ensuite, opposé par le sommet, donc là il faut être 2, il faut avoir deux contraintes. Pour être opposé par le sommet, s'ils ont le même sommet, hein, s'ils n'ont pas le même sommet, ils ne peuvent pas être opposés par le sommet. Et il faut que les côtés de l'un prolongent les côtés de l'autre. Alors au niveau de la figure, donc je dessine un angle, voilà. Même sommet, donc l'autre il aura ce sommet-là comme sommet. Ça c'est le côté du premier angle, donc si je le prolonge, on va aller de l'autre côté. Et là c'est le côté toujours du premier angle, si je prolonge, on est là. Et donc les deux angles opposés par le sommet, ils sont là. Et puis je mets le même codage, parce qu'on a vu que s'ils étaient opposés par le sommet, ils avaient forcément la même mesure, puisqu'ils étaient en fait symétriques par rapport à ce centre-là, et que la symétrie centrale conserve les angles. Donc si deux angles sont opposés par le sommet, alors ils ont la même mesure. Voilà. Alors maintenant, on va passer au vocabulaire sur les angles alternes-internes et les angles correspondants. Alors ici, donc on a deux droites, x, x', y, y', qui sont coupées par la séquence tt'. Alors si je mets de la couleur, voilà. Ça c'est ma droite verte, celle-là c'est l'autre droite verte. Et ça c'est la séquence. Voilà. Donc on a un point A et le point B qui est le point d'intersection, et donc avec ça on peut nommer tous les angles. Alors on veut une paire d'angles alternes internes, donc je vous rappelle que pour être alterne interne et correspondant, il faut être 2, hein, ça marche par 2. C'est comme tous les autres vocabulaires, hein, pour être adjacent, il faut être 2, pour être complémentaire, il faut être 2, pour être supplémentaire, il faut être 2, pour être opposé par le sommet, il faut être 2. Donc là on me demande de nommer une paire, ça veut dire deux angles.
l'un par rapport à l'autre. Alors, alterne-interne, on rappelle qu'il y a deux mots. Interne, ça veut dire situé entre les deux droites vertes. Par exemple, si je ne peux pas nommer celui-là, vous voyez, parce qu'il est au-dessus des droites vertes, il n'est pas entre, il n'est pas à l'intérieur, donc il n'est pas interne. Et alterne, ça veut dire de part et d'autre de la séquence rouge. Donc, si je nomme cet angle-là, XAB, ou XAT, hein, c'est le même angle, il va être alterne-interne. Donc, il est bien à l'intérieur de la droite, entre les deux droites vertes et à gauche. Donc, pour être en alternance, il faut nommer un autre angle qui est à droite cette fois-ci. Donc, ça sera l'angle ABY', voilà, ou T'BY', hein, c'est le même angle. Ça, c'est une paire. Et on vous en demandait une. Alors, moi, je vais mettre la correction complète pour ceux qui ont nommé l'autre paire, puisqu'il y a deux paires d'angles internes. Donc, ça sera X', AB. Donc ça, c'est le même angle que X', T. Et il va être alterne-interne avec l'angle qui est de ce côté-là. ABY ou T'BY. Voilà. Donc des paires d'angles alterne-interne, on a vu qu'il y en avait deux. Maintenant, pour les angles correspondants, il existe 4 paires. Donc moi, je vais écrire les 4. Vous, je vous demandais d'en nommer une seule paire. Alors, si je pars de l'angle tout en haut, à gauche. Donc ça, c'est l'angle T'AX. Il est correspondant. Donc correspondant, ça veut dire situé du même côté des droites vertes et du même côté par rapport à la droite rouge. Donc cet angle, il est situé au-dessus d'une droite verte à gauche de la droite rouge. Il va correspondre avec cet angle là où je mets mon pouce, qui est situé au-dessus de l'autre droite verte et toujours à gauche de la droite rouge. Donc c'est YBA ou YBT', c'est pareil. Ça, c'est une paire. Si je bascule de l'autre côté, donc là, on a l'angle qui est à droite de rouge et au-dessus de vert, donc il va correspondre avec au-dessus de vert et à droite de rouge. Donc, je vais avoir T'AX' qui va être correspondant avec ABY'. J'ai les autres, voilà. Donc, cet angle-là, ici, XAB. Donc, il est au-dessous de vert et à gauche de rouge. Il va correspondre à au-dessous de vert et à gauche de rouge. YBT. Dernière paire d'angles correspondants. Donc, celui-là, il est au-dessous de vert à droite de rouge. Il va correspondre à au-dessous de vert à droite de rouge. Donc, cet angle-là, il se note X'AB. Et il va être correspondant avec celui-là qui s'appelle Y'BT. Donc attention, il faut bien qu'on puisse vous lire entre les primes, les pas primes, les lettres majuscules et minuscules. Maintenant, on passe aux propriétés. Si deux droites sont parallèles et sont coupées par une séquence, donc là, il n'y a pas le choix, il va falloir l'apprendre. Vous ne pouvez pas les inventer, ces propriétés, c'est du par cœur. Donc, il faut avoir deux droites parallèles. Donc, les droites vertes, il faudrait qu'elles soient parallèles et qu'il y ait une séquence rouge. Alors, elles forment des angles alterne-interne de même mesure. Et on a vu qu'il y avait deux paires. Je peux mettre aussi le mot correspondant ici. C'est une deuxième propriété, hein, mais c'est exactement la même chose. Donc, si j'ai mes deux droites vertes qui sont parallèles, elles sont bien coupées par une séquence rouge. Alors, tous les angles qu'on a cités par paire, on va obtenir des angles de même mesure. Donc, pour les angles alterne-interne, on a les deux paires qui vont avoir la même mesure. Et pour les angles correspondants, on a les quatre paires qui ont la même mesure. Propriété réciproque, donc c'est la propriété à l'envers. Donc, si deux droites sont coupées par une séquence, en formant, et cette fois-ci, il faut faire attention, hein, une paire d'angles alterne-interne de même mesure.
ou d'angles correspondants. Hein. Alors, des paires, on a dit qu'il y en avait 4 pour les angles correspondants et il y en avait 2 pour les angles alternes internes. Pour utiliser la propriété réciproque, il faut que j'arrive à le démontrer qu'avec une seule, ça suffit. Parce qu'on n'aura jamais les mesures de tous les angles. Par contre, si on trouve une paire, donc qui va avec quoi et qu'on sait qu'ils ont la même mesure, je vais pouvoir en déduire. Alors, les deux droites sont parallèles. Donc la réciproque, hein, sa propriété à l'envers. Dans un sens, je sais que les droites sont parallèles et je connais une séquente. Alors je vais en déduire qu'il y a des angles qui vont avoir la même mesure. Et dans le cas réciproque, c'est le contraire. Donc je connais des droites, je connais une séquente, et on me donne les mesures de deux angles et qu'ils ont la même mesure. Donc soit des angles correspondants, soit des angles alternes internes. Je vais pouvoir en déduire que les droites sont parallèles. Dernière propriété, ce sont la propriété sur les angles dans le triangle. Donc là aussi à connaître par cœur pour pouvoir faire des démonstrations. Donc dans un triangle, donc ça c'est le cas général, la somme des mesures des angles. Donc je vous rappelle qu'on ne peut pas additionner des angles, on peut additionner que des nombres, donc leurs mesures. La somme, c'est le résultat d'une addition, donc ça veut dire que dans un triangle, des angles, il y en a 3. Si j'additionne les 3 mesures, la somme des mesures des angles est égale, donc c'est un singulier, hein, puisque c'est la somme qui est égale à 180 degrés. Donc ça, c'est valable dans tous les triangles, ça fait pile 180 degrés. Maintenant, si mon triangle est isocèle, alors on a quelque chose de mieux. Je sais que la somme des mesures des angles est égale à 180 degrés, mais je sais aussi que si un triangle est isocèle, alors ces deux angles à la base. D'où le besoin de connaître ce que c'est que la base dans un triangle isocèle. Parce que vous voyez que là, on utilise du vocabulaire associé au triangle isocèle. Alors, ces deux angles à la base ont la même mesure. Alors, c'est pas demandé, mais moi, je vais vous refaire un triangle isocèle. Donc, on l'a revu dedans. Donc, le sommet principal, c'est lui. La base, c'est ça. Voilà. Du coup, les deux angles à la base ont même mesure. Ça veut dire que cet angle-là et cet angle-là, ils ont forcément la même mesure. Donc, ça, c'est une conséquence des actes de symétrie. On sait que dans le triangle isocèle, voilà, cette droite-là, qui est la hauteur médiane, bisectrice et médiatrice, elles sont confondues. C'est aussi un acte de symétrie. Et comme c'est un acte de symétrie, ça veut dire que par pliage, cet angle doit se superposer à celui-là. Et donc, s'ils superposent, c'est qu'ils ont exactement la même mesure. Sinon, ils ne pourraient pas se superposer. Et donc, ça, c'est une conséquence qu'on a besoin pour faire des calculs d'angles dans les triangles. Donc, bien faire attention. Il y a deux angles de même mesure, mais ce n'est pas n'importe lesquels. C'est les deux angles à la base. Cet angle et cet angle ici ne sont pas la même mesure. Donc c'est pour ça qu'il faut bien repérer qui est le sommet principal. Le côté opposé au sommet principal, ça s'appelle la base. Et donc les deux côtés de la base, les deux angles à la base, on peut les trouver. Alors maintenant, la conséquence, c'est d'un triangle équilatéral. Le triangle équilatéral, c'est un triangle isocèle en chacun de ses sommets. Donc on n'a pas le vocabulaire spécifique base, puisque les trois côtés en fait sont des bases. Ce qui veut dire que les trois angles ont la même mesure. Ces trois angles ont la même mesure. Et on a même mieux. On a leur mesure. Alors, pourquoi on a leur mesure? Parce que si j'ai un triangle, voilà, qui a trois côtés de même longueur, il est équilatéral. J'en déduis que les trois angles, ils ont la même mesure. Mais je sais aussi que c'est un triangle quelconque. Donc, la somme des mesures des angles est égale à 180 degrés. Donc, 180 degrés, c'est égal à la somme des trois angles que j'ai nommés en vert. Donc, comme ils ont la même mesure, il suffit que je fasse une division par 3. Et donc, 180 divisé par 3, je tombe sur 60. Donc, ils mesurent chacun 60 degrés. Donc ça, c'est valable dans tous les triangles équilatéraux. On sait que les angles, ils sont fixes, en fait. Ils font 60 degrés. Donc, il y aurait une autre propriété, là, qui n'est pas mise. Donc, c'est le triangle qui est rectangle isocèle. Donc, un triangle rectangle, c'est un triangle qui a un angle droit, donc 90 degrés.
qui mesure 90 degrés. Donc comme la somme doit faire 180, il me reste 90 degrés pour les deux autres. Et comme il est isocèle, les deux angles à la base ont la même mesure. Donc ils ont la même mesure et la somme fait 90 degrés, il me reste 45 chacun. Donc dans le triangle rectangle isocèle, c'est pareil. Ces trois angles, ils ont la même mesure à chaque fois. Il y a forcément un angle de 90 degrés qui est l'angle droit et les deux autres angles qui font 45 degrés. Voilà, donc là, la correction est terminée.